La Thaïlande. Ici, la vie dépend d'un réseau des cours d'eau, au cœur duquel se situe le puissant fleuve Mékong. Une force qui, au fil des millénaires, a façonné les paysages et la vie des animaux qui l'entourent. Dotée de forêts riches, d'immenses marais et de grandes vallées, la région constitue un parfait terrain de reproduction pour certaines des espèces les plus captivantes. De célèbres géants, des primates espiègles, de remarquables oiseaux. Le Mékong est source de vie pour tous ces animaux et leur progéniture. Le Mékong serpente à travers le nord de la Thaïlande et fend d'immenses formations rocheuses et montagnes recouvertes de forêts. Les forêts tropicales denses qui bordent le fleuve abritent des dizaines de milliers de plantes et d'animaux. Un animal d'aspect étrange est parfaitement adapté à la vie dans les arbres. Le langur obscur, aussi appelé langur à lunettes. Ce singe a une anatomie proche de celle de l'homme. Présent en Thaïlande, en Birmanie et en Malaisie, il vit dans les forêts primaires denses. La journée débute. Ce groupe en quête de nourriture s'est séparé de la troupe. Ils suivent le fleuve. Les langurs suivent des itinéraires familiers qui les mènent vers leurs arbres fruitiers favoris. Ils se déplacent au sommet des arbres à l'aide de leurs mains et de leurs pieds. Ils sont dotés de membres courts, mais aussi de muscles puissants. Leur pouce opposable et des doigts spécifiques leur assurent une prise solide dans leurs déplacements. Ils franchissent de grands intervalles et font preuve d'une grande habileté.
Avec des yeux orientés vers l'avant, ils savent évaluer la profondeur et analyser rapidement et avec précision leur environnement. Ce bébé préfère la méthode Tarzan. Une bonne connaissance du territoire permet plus de confiance. Il est important aussi de savoir quand hésiter pour éviter un rude atterrissage. À la saison humide, quand les fruits abondent, les abords du Mékong sont surpeuplés. Mais rien n'arrête un langur à lunettes désireux d'aller se nourrir. Tout au nord du pays, le Mékong dessine une frontière naturelle entre la Thaïlande, la Birmanie et le Laos. Cette région montagneuse, surnommée le Triangle d'Or, est parsemée de fractions de forêts tropicales denses. La saison humide en Thaïlande court de mai à novembre. Les averses sont imprévisibles et peuvent durer des heures ou des jours. La saison des pluies est la période à laquelle ces forêts sont les plus riches. Avec plus de 10 000 espèces de plantes, c'est le paradis pour un végétarien tel le langur à lunettes. Ces singes ont un gros appétit. Ils consomment 2 kilos de nourriture par jour, soit plus de 20% de leur propre poids. Mais les feuilles sont souvent difficiles à digérer. Les langurs sont adaptés à ce régime alimentaire. Un estomac complexe, rempli de bactéries, leur permet de digérer la cellulose et d'éliminer les toxines nocives. Ce système digestif fonctionne à plein quand le langur est au repos. À la mi-matinée, la troupe trouve un lieu ombragé pour quelques heures de détente. Ce qui laisse le temps à l'estomac de digérer les fibres avant le repas suivant. Les langurs vivent au sommet des arbres. Au sol, c'est un autre animal qui domine. Plus loin, sur le Mékong, un troupeau d'éléphants d'Asie se nourrit à la lisière de la forêt. Comme les singes, ils se nourrissent de plantes. Guidé par la femelle la plus âgée, le troupeau parcourt le secteur et profite des jeunes pousses nées des dernières pluies. Ces bribes de forêt sont leur ultime refuge. Autrefois, la Thaïlande comptait plus de 300 000 éléphants.
Aujourd'hui, il y en aurait moins de 3000. L'éléphant est l'un des derniers méga-herbivores de la planète. Un groupe menacé de mammifères dont le poids peut dépasser les 1000 kg. Pour alimenter ce corps massif, l'éléphant mange jusqu'à 16 heures par jour et ingère plus d'1 tonne de plantes chaque semaine. Il broie la végétation à l'aide de puissantes molaires. Quand la molaire est usée, elle est remplacée par une autre. Ce phénomène se reproduit 6 fois dans une vie. La dernière molaire usée, l'éléphant ne peut plus manger et souvent meurt de faim. L'éléphant ne digère qu'environ 40% de ce qu'il mange. Une faible efficacité qui explique leur énorme appétit. Et ce qui est ingéré doit être évacué. L'éléphant défèque au moins 16 fois par jour, soit une centaine de kilos de déjection. Ces excréments sont remplis de graines non digérées. L'éléphant joue un rôle vital dans la dispersion des plantes. La société des éléphants est matriarcale. Toutes les femelles du troupeau sont parentes. Quand ils broutent, les éléphants forment un cercle protecteur autour des petits. L'avantage de la vie en groupe. Au moindre signe de danger, ils serrent les rangs le temps de la menace. Tout le monde prend soin des petits. En particulier les jeunes femelles. Alors que les mamans se nourrissent et se reposent, les tatas surveillent les petits. Leur tata charge. Un chevreuil n'est pas une menace. Mais les petits doivent apprendre à repousser le danger. L'éléphant apprend par l'exemple. La leçon la plus importante, comment maîtriser sa trompe. Il se sert de cet outil incroyable et complexe pour respirer, soulever, sentir, communiquer et bien sûr apporter eau et nourriture à sa bouche. La trompe, dotée possiblement de 150 000 muscles, est très flexible. Et apprendre à la contrôler exige du temps. Les petits passent les 3 premiers mois à développer leur capacité motrice sous l'œil attentif du troupeau.
Les éléphants sont très tactiles. Les contacts ou les caresses renforcent les liens familiaux à la base de la vie de la troupe. Les femelles restent avec le troupeau et les liens durent toute une vie. Mais ces jeunes mâles quitteront le troupeau à l'adolescence. Ils sont voués à une vie plus solitaire. Le Mékong s'élargit en quittant la région du Triangle d'Or. Aux montagnes succèdent les zones marécageuses, nourries par le fleuve et ses affluents. Durant la saison des pluies, le fleuve déborde et les marais s'étendent sur une vaste superficie. Les nénuphars s'imposent très rapidement. Ils tapissent la surface et offrent un espace de reproduction à des centaines d'espèces d'oiseaux. Parmi elles, le jacana bronzé, qui parcourt les marais en quête d'escargots, d'invertébrés. Les jeunes ont un plumage plus clair. Apprendre à chasser sur ce monde flottant relève du défi. Leurs longues pattes les aident à rester en surface, mais il faut qu'ils s'entraînent. Les marécages de Thaïlande et leurs habitants sont menacés par la pression démographique humaine. Le gouvernement a donc agi et établi des zones protégées. Une réserve au centre du pays va un cran plus loin. Y a été réintroduit un animal magnifique qui avait disparu du paysage thaïlandais. La grue Antigone. Haut de près de 2 mètres, ce sont les plus grands oiseaux capables de voler. Ces oiseaux de 2,50 m d'envergure survolent la zone marécageuse. Une importante source de nourriture pour ces échassiers omnivores. Ils fouillent sous la surface en quête de racines et de tubercules,
ainsi que d'insectes et de crustacés. Les pluies marquent le début de la saison de reproduction. Comme chez les autres grues, le couple, une fois formé, reste fidèle. Pour initier ou maintenir leur union, chaque année, ils exécutent un rituel complexe. La femelle, de par son cri, inaugure la cérémonie. En réponse, le mâle soulève ses plumes. Elle garde ses plumes repliées le long du corps. Les civilités terminées, ils dansent. Une brève série de petits sauts, de battements d'ailes, de courbettes. Le lancer de bâton ne manquera pas d'impressionner. La performance semble avoir été un succès. La femelle accepte de s'accoupler. Si tout va bien, elle pondra 1 ou 2 œufs qui écloreront 30 jours après. De retour dans la forêt, la chaleur de la mi-journée est à peine supportable. En Thaïlande, les températures et le taux d'humidité restent élevés durant les mois de pluie. Il fait près de 37 degrés. La troupe de langurs à lunettes a une solution simple. Il s'allonge parmi les branches et patiente en dormant. L'estomac bien rempli, il est plus facile de s'endormir. Au milieu de l'après-midi, la troupe émerge peu à peu de son sommeil. C'est l'heure de la séance dépouillage quotidienne. Les langurs à lunettes vivent en bonne entente au sein de groupes d'une vingtaine d'individus. Les liens sociaux au sein de la famille, comme dans la troupe, se renforcent chaque jour au travers de ce rituel. Une activité que ces jeunes adoptent vers l'âge de 4 mois. Langur, en hindi, signifie « longue queue », un nom approprié pour une espèce qui semble beaucoup s'en soucier. Quand un singe n'épouille pas la queue d'un autre, il s'occupe de la sienne.
Les jeunes mâles ont du mal à rester tranquilles. Ils ont besoin de se dépenser. Après la bagarre, les singes sont prompts à se réconcilier. Tout comme chez les éléphants, les femelles se partagent la responsabilité des petits. Les plus âgées sont toujours prêtes à offrir leur aide. Les 20 premiers jours de leur vie, les bébés passent presque tout leur temps à téter. Ce bébé est âgé de 6 mois. Il mange déjà des aliments solides, mais il semble que sa maman n'ait pas envie de partager. Il doit commencer à se débrouiller seul. Première leçon, se déplacer parmi les branches. Avec un peu d'aide de sa mère, il apprend vite. Aujourd'hui, il s'éloigne un peu plus de sa mère et apprend à connaître les autres membres de la troupe. Même s'il gagne en indépendance, il ne quittera pas la troupe pour une autre avant 2 ans. En attendant, il jouira pleinement de l'affection de sa mère. Une bonne averse offre un vrai soulagement aux éléphants de la région. Comme tous les grands animaux, l'éléphant a du mal à dissiper sa chaleur corporelle. Doté de peu de poils et de glandes sudoripares, il doit faire descendre sa température corporelle d'une autre manière. Pour cela, il s'en remet au fleuve. Avec la saison des pluies, le courant du Mékong est fort. Trop fort pour la plupart des animaux. Mais l'éléphant peut mesurer près de 3 mètres et pèse 2,5 tonnes. Pour cette famille de géants, le fleuve offre un bon moyen de se rafraîchir.
Les petits essaient de rester entre les adultes pour ne pas être emportés par les courants. C'est aussi un moment de jeu. Même cet éléphant mâle ne veut pas rater l'occasion de s'amuser. S'ébrouer dans l'eau ainsi est important. Cela permet aux éléphants de se lier et d'intégrer les derniers nés. Seules les petites trompes dépassent de la surface. Pour les petits, la situation peut sembler rude. Mais ils apprennent comment lutter contre les courants. Les éléphants franchissent souvent des cours d'eau. Le plus petit d'entre eux doit être capable de suivre. La matriarche reconduit la famille dans la forêt. Mais cette femelle ne résiste pas à un dernier bain. Les averses rafraîchissantes ne durent pas. Bientôt, le soleil assomme les éléphants à nouveau. Le troupeau a d'autres solutions. Il se recouvre de poussière. Cela peut sembler contre-productif juste après un bain, mais il s'agit d'un moyen de se protéger du soleil et des insectes. Ils achèvent le rituel de la toilette en se grattant. Les éléphants ne sont pas les seuls animaux attirés par le Mékong et la végétation qui le borde. Leurs proches voisins sont bien plus petits. Un groupe de tisserins baya mâles s'est réuni dans un arbre tout proche. Dans cette colonie, on travaille dur. Ces oiseaux tissent et nouent de longues brindilles sur ces structures dans les arbres. Le vert vif vire au marron quand les nids sèchent au soleil. Chaque mâle attend qu'une femelle valide son projet de construction. Les femelles moins colorées sont d'une grande exigence. Il est vital que le nid soit très bien situé. Une fois qu'elle a choisi le nid, le mâle se dépêche de terminer les travaux. Son œuvre de tisserand est le résultat de centaines de voyages. Après une inspection complète, le mâle fait quelques voyages pour les dernières touches à l'intérieur.
Le nid est si bien construit que quand le couple le quitte, des rongeurs et d'autres oiseaux y emménagent rapidement. Les forêts toutes proches reprennent vie à chaque averse. Les sous-bois humides ont beaucoup à offrir à leurs habitants, y compris à un oiseau extrêmement discret. Il sait parfaitement se fondre dans son habitat. Il s'agit de la brève ornée. Elle arbore des plumes blanches et noires de chaque côté de la tête qui dessinent comme des oreilles. Comme les grues antigones, ces oiseaux s'accouplent durant la saison humide. Ils construisent au sol des nids parfaitement dissimulés. Cette femelle s'occupe de ses petits fraîchement éclos. Tandis que son partenaire est en quête de nourriture. Une tâche sans fin. Il doit en trouver suffisamment pour 3 oisillons, sa partenaire et lui-même bien sûr. Heureusement, ces oiseaux ont un sens développé de l'odorat. En fouillant parmi la couche de feuilles, il peut dénicher des larves, des vers et toutes sortes de rampants. Un délice pour des oisillons voraces. Pour combler la demande, le mâle doit constamment retourner au nid, faire des allers-retours. Ce marathon durera encore 3 semaines jusqu'à ce que les petits soient prêts à voler. Depuis qu'il a quitté son troupeau, il y a 10 ans, il mène une vie solitaire. D'autres mâles parcourent aussi ces collines. Il existe une hiérarchie entre ces mâles rivaux, qui convoitent tous la même chose. La femelle, très souvent, ne met bas que tous les 4 à 5 ans. Une femelle disponible est donc chose rare. Il devra peut-être se battre pour pouvoir se reproduire. Au sein du troupeau, ces 2 jeunes mâles entament seulement le long parcours vers l'âge adulte. Le plus petit et plus foncé fait savoir à l'autre qu'il souhaite jouer. Son insistance lui vaut un léger coup de tête.
Mais le plus âgé ne peut résister. Ce courageux petit s'est montré trop ambitieux. Il part se trouver un autre adversaire, mais là encore, il tombe sur plus fort que lui. Un coup à la tête semble plus l'encourager que le repousser. Ils n'ont pas l'expérience du combat, mais ils acquièrent des compétences qui pourront un jour leur sauver la vie. Les éléphants mâles plus âgés ont plus de pratique. Une trompe levée est synonyme de défi. Le défi est accepté. Leur puissance de se pousser l'un l'autre est le reflet d'un fort taux de testostérone. Mais comme chez les petits, c'est un jeu. Même les batailles les plus houleuses prennent fin quand il s'agit de brouter un peu. Ces rapports de force se terminent que très rarement par une blessure. Mais chez les éléphants adultes, un combat pour une femelle peut s'avérer fatal. Ces mâles seront bientôt obligés de quitter le troupeau. Ils formeront un groupe avec d'autres célibataires et tenteront de s'imposer parmi les mâles. Un immense éléphant mâle s'approche du troupeau. Attiré par les appels d'une femelle disponible. Il s'agit de sons basse fréquence que le mâle est capable de percevoir. Il écoute avec ses pieds. Ses os conduisent les infrasons jusqu'à son oreille interne. Même à 4 km de distance, le message est clair. Il se fie à ses sens et suit les appels de la femelle. Il s'approche, la caresse et la renifle. La cour est brève, place à l'accouplement. Si tout se passe bien, elle mettra bas dans 2 ans. Un petit qui trouvera sa place au sein d'une famille unie. Chaque année, quand la saison des pluies s'achève, les habitants du nord de la Thaïlande se rassemblent pour célébrer le fleuve lors de la fête de Loy Krathong.
Cette fête, qui se déroule à la pleine lune, trouve son origine dans un ancien rite en l'honneur des esprits des eaux. C'est l'occasion pour tout le monde de faire voguer sur l'eau de petits paniers. Et de remercier la déesse du fleuve pour ce qu'elle a offert durant l'année écoulée. En traversant la zone du Triangle d'Or, le Mékong impose son rythme aux animaux qui se sont installés dans cette région. Une année s'est écoulée. La nouvelle génération trouve ses repères. Les grues antigones attendent que leurs œufs éclosent. Les jeunes langurs gagnent en indépendance et apprennent à se mouvoir à la cime des arbres. Et les jeunes éléphants mâles continuent de comparer leurs forces et se préparent pour une vie de solitaire. Une région sauvage au centre du Laos. Un paysage karstique spectaculaire. Façonné durant des millénaires par les pluies de la mousson et les affluents qui se jettent dans le Mékong. Les forêts qui recouvrent ces pitons de calcaire offrent un refuge à une vie sauvage riche. Du magnifique douk à pattes rouges aux animaux nocturnes tapis dans l'obscurité, cette région recèle un secret. Sous le karst se trouve un vaste réseau de grottes creusées par les cours d'eau saisonniers. Chacune accueille des créatures étranges, irréelles, dont nombre d'entre elles n'ont jamais été filmées. Le plateau de Khammouane au centre du Laos. Cette région karstique dans la cordillère anamitique marque la bordure orientale du bassin du Mékong. À moins de 20 km au pied du plateau s'écoule le fleuve. Durant la saison humide, les eaux de pluie filtrées par une roche poreuse alimentent le Mékong et ses affluents. Au cours des millénaires, l'eau qui a coulé au travers du calcaire a creusé un immense réseau de grottes sous le plateau, créant un monde secret qui reste à explorer. On dénombre des milliers de grottes dans la région. Chacune a son écosystème, l'occasion de découvrir de nouvelles espèces. Le plateau de Khammouane,
situé juste à l'est du Mékong, occupe une étroite région entre la Thaïlande et le Vietnam. Les affluents coulent vers l'ouest et rejoignent le fleuve dans son voyage vers le sud et le Cambodge. Ces scientifiques remontent un lit de rivière asséché jusqu'à la grotte Tam, l'une des plus grandes de la région. Cette grotte s'étend sur au moins 15 km. Dans quelques semaines, les pluies vont arriver. Les eaux envahiront la grotte, l'engloutiront, s'infiltrant jusque dans les profondeurs. Les parois de la grotte disparaîtront sous 10 mètres d'eau. Mais pour l'instant, l'heure est à l'exploration. Le sol a beau être asséché, il est rempli de vie. Ces scientifiques sont là pour dénicher des espèces rares, peut-être même des espèces inconnues. Ces 5 dernières années, des biologistes ont estimé avoir découvert dans la région jusqu'à 150 nouvelles espèces. Une embarcation à l'abandon nous rappelle le retour prochain des eaux. Le sol de la grotte est jonché de grosses pierres que l'eau a polies au fil du temps. Nos chercheurs remarquent immédiatement quelque chose au milieu des pierres. De toutes petites grenouilles. Pour elles, l'entrée de la grotte agit comme une protection contre les prédateurs de la jungle. Une solution qui peut s'avérer dangereuse si elles s'aventurent trop loin. Le sol de la grotte est parsemé d'exosquelettes, ceux de l'Heteropoda maxima, l'une des plus grandes araignées. Ces sortes de mues témoignent du danger tapi dans l'ombre. Cette araignée fait 30 cm d'envergure, le diamètre d'une assiette. L'Heteropoda maxima n'a été découverte qu'en 2001. À chaque visite, les chercheurs en apprennent un peu plus. Cette femelle attend patiemment qu'une proie approche. Elle n'a pas bougé d'un cil depuis plus de 3 heures. Même si elle est dotée d'une bonne vue, elle repère aussi sa proie grâce aux vibrations. Elle sait que le criquet est là, mais encore hors de portée. Elle doit changer d'approche. Ce type d'araignée s'appuie sur la force, la rapidité et la taille. Elle change de position pour faire face au sol de la grotte. Un autre criquet fait son apparition. Elle le sent s'approcher. Chaque patte agit comme un organe récepteur et lui permet de ressentir la moindre petite variation. À l'aide de ses mandibules, elle maintient le criquet et lui injecte un venin paralysant. Le poison fait effet, le criquet s'affaiblit. Dans ces grottes, dans cet écosystème, le criquet a le malheur d'être la première source de protéines.
Il est la proie de tout le monde. Le criquet n'entend pas et n'est pas doté d'une bonne vue. Il a donc développé d'autres solutions face aux prédateurs. Il sonde les environs à l'aide de longues antennes. Elles lui permettent de détecter physiquement toute menace. À l'arrière, le criquet est doté d'une paire de cerques. Des appendices recouverts de poils sensibles qui permettent de détecter tout mouvement. À la moindre alerte, il déploie un mécanisme de défense. Un immense seau lui permet souvent de se tirer immédiatement d'affaire. Il peut couvrir en un bond 30 fois sa propre longueur. Malgré ses aptitudes, cela reste compliqué pour lui de survivre dans l'obscurité. Ici, le facteur chance est important. Paniqué, le criquet saute au hasard dans les ténèbres. S'il atterrit au mauvais endroit au mauvais moment, c'est la fin. L'effet de surprise marche dans les deux sens et le criquet sait aussi en profiter. Parfois, dans la grotte, un peu de chance prend beaucoup d'importance. « 500 mètres plus bas dans la grotte, la lumière du jour se dissipe. Ce monde obscur se contente de peu d'énergie. Sans la lumière du jour nécessaire à la photosynthèse, les nutriments proviennent forcément de l'extérieur de la grotte. Nichée au-dessus des chercheurs, une colonie de chauves-souris. Deux espèces partagent les lieux en toute harmonie. Des créatures vitales dans cet écosystème. Chaque nuit, elles se nourrissent d'insectes à l'extérieur et reviennent au petit matin l'estomac plein. Le sol sous la colonie est couvert de déjections, de guano. C'est là que se trouvent les criquets. Ils ne sont pas difficiles. Le guano, riche en nutriments et les microbes qui y prolifèrent, constitue un bon repas. C'est un des maillons de la chaîne alimentaire. L'eau joue aussi un rôle important dans l'apport de nutriments. Après l'inondation saisonnière, l'eau se retire et laisse des sédiments organiques, dont des graines issues de la forêt. Celle-ci a réussi miraculeusement à germer. Mais elle ne survivra pas longtemps. L'eau, en se retirant, laisse le champ libre à d'autres visiteurs. Quand la grotte s'assèche, des prédateurs plus grands venus de la forêt peuvent entrer et s'imposer. Cachée, lovée parmi les cailloux, une vipère attend patiemment. Cette espèce de serpent endémique à la cordillère anamitique est menacée. D'ordinaire caché dans la jungle, ce serpent sait tirer parti de ce milieu. Il aime les petits mammifères. Mais il n'y a pas de rongeurs parmi les cailloux. La proie de cette vipère est pendue au plafond. La chauve-souris. Ce serpent n'entend rien.
Dans l'obscurité, il doit se fier à d'autres sens. Il possède un moyen étonnant pour repérer les animaux à sang chaud. Une vision infrarouge en 3 dimensions. Des membranes sensibles aux infrarouges placées sur la tête permettent au serpent d'obtenir une image thermique précise de ce qui l'entoure. Le serpent rampe patiemment sous la colonie. Il en a après les plus faibles, les plus inexpérimentés. Il suffit donc que l'une d'elles lâche prise. La vipère peut attendre là des heures en embuscade. Plus loin dans la grotte, sur la roche, une autre vipère patiente. Les chercheurs restent à distance. Une morsure peut être fatale. En agitant sa langue fourchue, la vipère goûte l'air. Elle reconnaît les odeurs, les prédateurs et les proies. Les parois de la grotte offrent un camouflage aux grenouilles, qui produisent peu de chaleur pour ne pas trahir leur présence. Cette grenouille est au mauvais endroit. Surprise, la vipère n'attaque pas immédiatement. Mais elle a senti une présence. L'image thermique n'est d'aucune utilité face à cet amphibien. Au moindre mouvement, la grenouille se fera repérer. C'est à celui qui sera le plus patient. La grenouille s'en sort cette fois-ci. La vipère, elle, repart l'estomac vide. Les prédateurs des grottes, tels la vipère, peuvent ne pas manger durant des semaines. Mais certains sont plus voraces. Ils opèrent à une autre échelle. Ce sont les fourmis. Même les Théropoda maxima évitent de croiser ces créatures minuscules mais formidables. Il faut être attentif pour être témoin des drames qui se déroulent au sol. Ces fourmis comptent parmi les prédateurs les plus actifs de ce milieu. De petites équipes de fourmis rapportent tout ce qu'elles peuvent à leur nid au milieu des cailloux. La communication et la coopération sont les éléments de leur réussite. Ces fourmis sont d'une redoutable efficacité, mais parfois, leur tâche s'avère un peu plus compliquée. Cette larve de scarabée est des centaines de fois plus grande. Tandis qu'elles se débattent, elles transmettent un message chimique au reste de la colonie. De plus en plus de fourmis arrivent. Chacune mord, libère de l'acide et refuse de lâcher prise. Mais ces minuscules ouvrières sont incapables de dominer une telle larve. Elles attendent l'arrivée des renforts. Ce super soldat est de la même espèce que ses petits homologues. La larve réussit à repousser ce soldat massif.
qui se remet vite sur pattes et repart au combat. Une telle différence de taille au sein d'une même espèce est rare, mais c'est une adaptation utile pour s'attaquer à une telle proie. La larve se fatigue. Les fourmis commencent à la ramener au nid. La larve continue de lutter, mais la bataille prend fin. S'élevant à l'est du Mékong, le plateau de Khammouane abrite des milliers d'autres grottes. La plupart restent cachées au cœur d'un relief découpé et d'une forêt vierge dense. Ces pics inaccessibles abritent l'un des primates les plus remarquables de la planète, le douc à pattes rouges. Ces singes menacés occupent une étroite portion de la forêt le long de la frontière avec le Vietnam. Leur communauté est de taille variable. Chaque famille se sépare de la troupe dans la journée pour aller se nourrir. Durant la saison sèche, il y a peu de fruits riches en énergie et de graines. La solution est d'ingérer autant de feuilles que possible. Avec un régime composé à 80% de feuilles, ces singes s'y connaissent très bien. La troupe trouve un arbre couvert de jeunes bourgeons tendres. Il les préfère aux feuilles plus mûres, plus dures et difficiles à digérer. Chacun en avale autant qu'il le peut. Dans un arbre tout proche, couvert de belles feuilles, ce mâle doit choisir avec soin. Il arrache des poignées de feuilles, mais ne mange que les plus tendres d'entre elles. Par chance, la réserve de feuilles est presque infinie. L'abondance de feuilles toute l'année réduit toute forme de compétition. Les doucs à pattes rouges sont des primates très doux. Ces nouveau-nés intègrent une troupe d'une quinzaine d'individus avec 2 femelles pour chaque mâle. Les petits deviennent mûrs vers l'âge de 4 ou 5 ans. C'est bien plus que chez d'autres mammifères de même gabarit. Ils ont plus de temps pour apprendre. Ce petit s'agrippe instinctivement à sa mère. Durant les 3 premières semaines, il observe et enregistre tout ce qu'elle fait. C'est de sa mère qu'il apprendra les bases de la survie. Autre leçon importante, apprendre à s'intégrer au sein d'une communauté paisible. Les jeunes adultes ne seront acceptés que s'ils maîtrisent les codes sociaux requis. Ce petit ne les apprendra que de ses pairs. Première étape de cet apprentissage, trouver des compagnons de jeu. Plus bas, nos scientifiques sont à 1 kilomètre à l'intérieur de la grotte. Ils se faufilent dans d'étroits passages, donnant sur des salles immenses. Ce paysage de calcaire a été sculpté au fil des millénaires.
Ces fossiles ont des millions d'années. Des traces d'une mer peu profonde qui recouvrait alors le continent. Les grottes sont façonnées à la fois par l'eau des rivières-fleuves et par les eaux de pluie acide filtrées par la roche et qui dissolvent le calcaire. Là où l'eau suinte de la roche, se forment des dépôts de calcaire. Les minéraux étincellent à la lumière de la lampe. Des formations étranges mais superbes. Les spéléothèmes apparaissent partout, formés goutte après goutte sur de longues périodes. Ces galets, qui reposaient au fond de l'eau depuis 1 an, se retrouvent en équilibre sur des sortes de tiges. C'est l'eau qui goutte du plafond qui, avec le temps, a façonné ce décor. Une beauté éphémère qui va disparaître avec l'arrivée des pluies. Chaque grotte de la région possède son propre microclimat, son propre écosystème. Des créatures isolées qui peuvent évoluer et donner naissance à de nouvelles espèces. C'est pour cela que cette région fascine les biologistes. Chaque grotte offre la possibilité d'une nouvelle découverte. Cet invertébré aux pattes filiformes est un faucheur. Son corps d'un seul tenant le distingue des araignées et des autres arachnides. Il passe toute sa vie dans les recoins sombres de la grotte, une vraie créature cavernicole, une troglobie. Avec des yeux réduits, l'absence de pigments et de longues pattes, il ne survivrait pas en dehors de la grotte. Nos chercheurs sont fascinés. Ce faucheur a développé d'autres pattes très sensibles qui semblent servir d'antenne. Ils n'ont jamais rien vu de tel. Ils pensent avoir découvert une nouvelle espèce. Même s'il est de la famille des arachnides, il n'est pas doté de glandes sérigènes et ne tisse pas de toile. Il a de la peine à parcourir les fils collants des toiles d'araignée. S'il s'en mêle trop, il sera capturé et dévoré. Il n'y a pas grand-chose à manger dans cette grotte. La plupart des résidents ont adopté un métabolisme lent. Les moucherons n'ont pas l'habitude de s'aventurer aussi loin. Un courant d'air a dû les emporter. Le faucheur les a détectés, mais il doit s'approcher pour attaquer. Dans l'obscurité, il chasse à l'aide de 2 appendices 2 sortes de filets. Il se déplace dans ce paysage étrange de calcaire et se met en position. Il a repéré 2 moucherons qu'il capture d'un seul coup. Les filets pleins, il se retire au milieu de la roche pour un festin. Cette espèce d'arachnide est dépourvue de venin, mais les filaments de ses appendices empêchent toute proie de s'échapper. Il dévore rapidement les moucherons.
et en attaque même un autre de passage avant d'avoir fini. Un véritable opportuniste qui fait la joie des deux scientifiques. D'autres profitent aussi de cette manne inattendue. Une araignée parcourt la roche. Elle possède un métabolisme extrêmement lent et reste souvent des mois sans manger. Voici un rare moment d'activité. Cette araignée entretient un vaste réseau de toiles pour multiplier ses chances de réussir. Elle file sur la toile en direction d'une proie qui se débat. Des fils à la périphérie permettent à l'araignée de ressentir la moindre vibration. Aucune nourriture n'est gâchée. Cette araignée est dotée d'un abdomen qui lui permet de stocker de la nourriture pour plus tard. Dans un passage étroit, 100 mètres plus loin, les scientifiques tombent sur une troglobie extrêmement rare. Un crabe d'eau douce découvert récemment. Ces crabes ont dû être emportés à l'intérieur de la grotte. Mais au lieu de dépérir dans l'obscurité, ils se sont adaptés et se sont multipliés. Ils passent au crible les sédiments laissés par la rivière et l'eau filtrée par la roche. Dans l'eau, les crabes respirent à l'aide de branchies. Les crabes d'eau douce sont dotés d'une sorte de poumon dans les branchies qui leur permet de respirer hors de l'eau et d'explorer la grotte. De petits pédoncules oculaires et de longues pattes pour sonder l'obscurité font que cette espèce est particulièrement adaptée à la vie dans les grottes. Ce crabe ne peut pas respirer si ses branchies s'assèchent. Il doit donc vite retourner à l'eau. Il a une façon ingénieuse de se repérer. En se déplaçant, il se crée des repères sensoriels pour marquer les points d'eau. En quelques minutes, il trouve ce qu'il cherche. Une flaque pour lui tout seul. Toutes ces adaptations ont permis à cette espèce de migrer dans les recoins les plus inaccessibles de la grotte. Dans les cimes des arbres, les douks à pattes rouges ont trouvé de quoi se régaler. Un ficus racemosa couvert de fruits encore verts. Ce qu'ils préfèrent. Un délice bienvenu face à l'offre inépuisable de feuilles. Les douks se répondent les uns les autres à travers la canopée. Un élément important de la vie de groupe. Cette mère et son bébé de 8 mois restent près l'un de l'autre. Même si ce petit est prêt à ne plus être collé à sa mère, s'intégrer au reste de la troupe est plus intimidant. Il y a de l'agitation tout près.
Deux jeunes un peu plus âgés chahutent dans les arbres. Sa mère se met en retrait. Il a donc l'occasion de se mêler au jeu. Il doit se faire des amis de son âge. Mais le jeu semble un peu trop rude pour lui. Trop, c'est trop. Consciente du danger, la mère prend la fuite avec son bébé. Il est en sécurité, mais le jeune Douk ne pourra pas toujours compter sur sa mère. Tout près, 3 mâles paraissent dans leur arbre préféré. L'un d'eux a un petit creux. Mais il n'y a rien de tentant à portée de main. Un autre fait l'effort d'aller attraper une branche garnie de feuilles. Le plus âgé ne se donne pas la peine. Il s'en prend à son voisin. Le troisième le punit d'un coup à la tête. Son attitude mesquine a brisé la cohésion du groupe. Maintenir l'harmonie sociale est un acte vital. Les mâles asociaux peuvent être bannis de la troupe. Tout près, le jeune Douk a trouvé un possible camarade de jeu. Comme les autres jeunes sont trop rudes, il tente sa chance auprès des adultes. C'est une étape clé de son développement. Alors que d'autres adultes viennent se nourrir, il devient nerveux. Mais il surmonte rapidement ses craintes et retourne à son jeu. Cette assurance auprès des adultes lui permet d'apprendre comment se comporter en tant que jeune subordonné. Il est important d'expérimenter des moments de domination comme de soumission, qu'il connaîtra au sein de la troupe. Sa soif d'aventure grandit. Il s'éloigne courageusement. Ce sont ses premiers pas vers l'indépendance. Ses cabrioles attirent l'attention d'un autre jeune. Il s'est trouvé un ami de même gabarit. Ces jeux sont l'occasion pour les jeunes de faire des erreurs, d'expérimenter et de trouver leur place dans le groupe. Ils préparent leur avenir. À l'approche du soir, les différentes familles commencent à se rassembler.
Les nouvelles compétences du jeune Dook l'aideront à saisir la complexité de la vie de groupe. L'union fera leur force. Alors que la vie s'arrête à la cime des arbres, elle reprend tout juste à l'entrée de la grotte. C'est la rencontre entre deux écosystèmes. La frontière entre jungle et grotte. Un lieu encore rythmé par l'alternance jour-nuit, contrairement aux profondeurs de la grotte. Avec la nuit tombée, l'entrée de la grotte est un lieu d'activité. Cette sauterelle-feuille se fond sans problème dans le feuillage. Avant de partir en quête de nourriture, elle se nettoie avec soin. Les scientifiques croisent le chemin d'un gecko tokay. Une espèce nocturne qui peut atteindre jusqu'à 35 cm de longueur. Ses yeux proéminents sont 350 fois plus sensibles que ceux de l'homme. Ses pattes d'une grande adhérence lui permettent de s'agripper à l'arbre. Lorsqu'il replie ses orteils très flexibles, il annule cette forte pression. Les scientifiques repèrent une espèce de gecko qui a été récemment découverte. Il vit au sol et il ne possède pas la force d'adhérence des autres geckos. Comme beaucoup d'habitants des grottes, il s'abrite dans la roche le jour et sort chasser la nuit. Des feuilles mortes jonchent l'entrée de la grotte. Cette couche de matière organique grouille d'insectes. Un mille-pattes fouille le secteur. Cette créature terrestre antédiluvienne se protège des prédateurs à l'aide d'un exosquelette renforcé. Ces petites grenouilles ne sont pas aussi bien protégées. Alors qu'elles guettent le passage d'insectes, elles deviennent elles-mêmes des proies. Une brève lutte, le temps que le venin de l'araignée fasse effet. Cette grenouille lui fera plusieurs jours. Sur les parois, une colonie de fourmis est en plein déménagement. Un acte fréquent dont on ignore la cause. Toutes les fourmis travaillent de concert. Tout est péniblement transporté à l'autre bout de la paroi dans le nouveau nid. Œufs et nourriture. Certaines des fourmis les plus petites voyagent sur le dos des super soldats. Le plus important, ce sont ces grandes larves blanches, qui deviendront les mâles et les reines ailées. C'est l'avenir de la colonie qu'il faut protéger à tout prix. Même si les fourmis prennent un risque,
il y a peu de créatures assez courageuses pour y voir là un repas facile. L'Heteropoda maxima est le seul prédateur de sortie. Une scutigère véloce a aussi surgi de l'obscurité. Cette sorte de mille-pattes est également un bon prédateur. Les scientifiques en découvrent un qui vient de capturer une proie. Il peut mesurer jusqu'à 30 cm. Chaque patte préhensile peut bouger indépendamment pour maintenir la victime. Alors qu'il injecte son venin mortel. Cette scutigère parcourt le lit de feuilles. Une stratégie qui comporte des risques. Ces créatures se fatiguent facilement. Un mille-pattes plus grand, une scolopendre, surgit de nulle part. Bien que plus petite, la scutigère a le réflexe d'attaquer. Mais elle risque de se faire blesser. La scolopendre est un redoutable prédateur. Elle mange des lézards, des rongeurs et même des chauves-souris. La scutigère a de la chance de s'en sortir. Elle a rejoint la grotte où elle tombe sur une araignée. Mais c'était la fois de trop. La scutigère est maîtrisée par la puissante araignée. Toute chance de s'échapper s'évanouit sous l'effet du venin. Le mille-pattes se fige et l'araignée commence son repas. Elle le mâche avec ses puissantes mandibules. Elle ne dévore pas le mille-pattes en une fois. Elle va liquéfier sa proie pour pouvoir l'aspirer plus tard. Avec l'arrivée de la pluie, l'eau va emporter la carcasse du mille-pattes et la couche de feuilles dans les profondeurs de la grotte. Les restes laissés par l'araignée profiteront peut-être aux crabes dans les recoins de la grotte. Avec le début des pluies de la mousson, la région se transforme. Dans la forêt qui couvre la roche, le jeune Douk pourra profiter de l'abondance de fruits. Bientôt, l'eau viendra s'engouffrer dans la grotte. Les points d'eau souterrains vont déborder, forçant les créatures à se mettre au sec en haut des parois. L'eau commencera son voyage pour rejoindre le Mékong. Ici, dans les montagnes à la limite orientale du bassin du Mékong, le fleuve façonne le paysage, alors qu'il coule paisiblement vers la mer de Chine méridionale.